maintenant, on a le morceau de choix, n'est-ce pas, par M. Bruno Grémer. Il est à la fois officier, enseignant dans la marine et doctorant en droit public. Quelle compétence pour pouvoir vous parler d'un sujet aussi délicat que environnement et armes nucléaires. Alors moi, quand j'ai vu le premier sujet, je me dis, mais attendez, l'environnement, il est foutu avec l'arme nucléaire. Et bien, c'est pas si sûr que ça, parce que l'arme nucléaire peut peut-être empêcher la destruction de l'environnement, par son côté dissuasif. Merci maître. Merci aussi au comité de l'Association française de droit de la sécurité et de la défense pour cette intervention aujourd'hui. Alors effectivement, vous le voyez tout au long d'aujourd'hui, l'environnement et la défense sont intimement liés. Les conditions naturelles fondent la base des intérêts vitaux sur lesquels l'État pose son existence. Je ne reviendrai pas sur la définition du professeur Varusfeld. J'avais prévu une intervention d'une demi-heure. Je vais la résumer. Je vais essayer de faire moins de 10 minutes. Vous pouvez faire 12. Merci beaucoup. Alors effectivement, donc l'environnement, un enjeu à préserver à tout prix, au point que le président Chirac avait insisté à son époque pour inscrire une charte de l'environnement dans le bloc de constitutionnalité en 2005. Donc il y a plusieurs principes, vous le savez, notamment le principe de précaution. On peut se poser à ce moment-là la question, est-ce que la nécessité vitale de protection écologique ne serait-elle pas en conflit justement avec le Code de la défense au nom de cette même protection d'intérêts vitaux? Autrement dit, vous avez donc la charte de l'environnement et le Code de la défense. Quelles sont leurs relations à propos de l'armement nucléaire? Depuis 1972, les livres blancs précisent que le meilleur atout pour la préservation des intérêts vitaux de la nation, c'est l'arme nucléaire. Je vous cite celui de 1972, et celui de 2013 en fait ne déroge pas à la règle. Le risque nucléaire confère à la défense une dimension nouvelle. Il fonde l'ère nucléaire. La puissance nucléaire ne vaut et ne s'applique que dans le cas d'une menace directe sur les intérêts vitaux. Effectivement, c'est une puissance capable d'anéantir l'ennemi. Le feu nucléaire, par son explosion, par ses radiations, peut provoquer la destruction de l'environnement national, soit avec ses conséquences sur un écosystème, soit par une réplique nucléaire adverse. En somme, l'arme nucléaire pourrait produire donc l'effet inverse de son rôle donné. Alors, on pourrait porter ce paradoxe à son terme et se demander si il ne serait pas nécessaire de créer l'arme nucléaire au nom de la sauvegarde des intérêts vitaux. Autrement dit, la force de frappe employée contre nature serait-elle contre nature? Alors, pour y répondre, 2 points. D'une part, l'analyse de l'inscription de la Charte de l'environnement dans le code de constitutionnalité et ses conséquences directes sur l'armement nucléaire. Et un deuxième point sur une inapplicabilité partielle des principes de la Charte de l'environnement, les principes de précaution et de prévention. Cette inapplicabilité partielle va faire un régime d'exception, par l'exemple, notamment, nous avons étudié la loi TSN de 2006. Posons d'abord l'hypothèse dans une première partie d'un conflit entre la charte et des activités nucléaires militaires. Outre la promulgation par la loi constitutionnelle 2005-205 de la charte de l'environnement, la charte est intégrée dans le préambule de la Constitution. Elle modifie son article 34 de la façon suivante. La loi détermine les principes fondamentaux, donc ceux de la préservation de l'environnement. Je ne reviendrai pas donc sur la 6e considération qui nous a été expliquée par le professeur Varusfeld, mais lorsque la Charte déclare que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation, cette valeur constitutionnelle au nom de la sauvegarde des intérêts donc pourrait rentrer en concurrence, voire en conflit, vous le devinez, avec les nécessités de la défense. La Charte, en effet, donc, reconnaît les droits et les devoirs fondamentaux qui sont relatifs à la protection de l'environnement. Il porte au niveau constitutionnel donc, le principe de prévention, de précaution et le principe de pollueur-payeur. Ces principes existaient déjà au niveau législatif, mais ils acquièrent ici, vous devinez, une nouvelle force. Toutefois, le Conseil constitutionnel procède à une analyse, article par article, de la portée juridique des droits et des obligations définis par la Charte. Les articles 1, 4 et 7 figurent au nom des droits et libertés que la Constitution garantit au sens de son article 61.1, pouvant à ce titre être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel eut néanmoins l'occasion de reprendre de nombreux greffes tirés de la méconnaissance de l'interprétation qui pouvait parfois être abusive de la Charte de l'environnement. Par exemple, il a précisé dans sa décision 2014-394 que si les 7 alinéas qui précèdent les 10 articles de la Charte ont une valeur constitutionnelle, aucun d'eux n'institue un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Cette portée limitée, on peut le voir avec le principe de précaution, notamment. Donc dans l'article 5, la Charte de l'environnement inscrit le principe de précaution comme droit et devoir pour la mise en œuvre d'évaluation des risques. Ça, on le sait. Les pouvoirs publics, à l'issue, ont donc l'obligation d'adopter des mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation de tout dommage affectant de manière grave et irréversible l'environnement. Un soin a été apporté à la rédaction de cette définition du principe de précaution, de façon à éviter justement tous les abus d'interprétation.
C'est pour ça que le libellé de l'article 5 est différent de sa traduction qu'on peut trouver dans la déclaration du sommet de Rio ou dans l'entête qu'on a dans le Code de l'environnement français. De plus, dans sa décision 2013-346 du 11 octobre 2013 relative à une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si cet article 5 institue un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Donc, une fois qu'on a vu ce principe de précaution, concernant le principe de prévention et derrière cela la transparence d'information, la Charte de l'environnement, dans son article 5, donne à toute personne un droit d'accès à l'information relative à l'environnement. Effectivement, au terme de l'article qu'on peut trouver dans le Code de l'environnement L123.1, la réalisation d'aménagements d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. Or, on le sait tous, l'enquête publique peut entraîner la divulgation de secrets de défense nationale. Donc, il ne saurait y avoir d'enquête publique au titre de l'article R 2313.5 du Code de la Défense, lequel dispense 3 catégories d'aménagements, ouvrages et travaux de ce type d'enquête. D'une part, les travaux, les aménagements ou les ouvrages qui sont relatifs à l'expérimentation et à la fabrication de matériel militaire. Deuxièmement, ceux qui sont situés dans les arsenaux de la marine, dans les aérodromes militaires et dans les grands camps figurant dans la liste de l'article R 421.8 du Code de l'urbanisme. Et enfin, les établissements dont le caractère secret a été reconnu par décision du Premier ministre ou du ministre de la Défense. On le voit donc, le secret défense a des mesures protectrices pour les 6160 installations classées du ministère de la Défense. De plus, l'article L517.1 du Code de l'environnement prévoit, lui, l'établissement d'une liste de ces installations dans lesquelles les pouvoirs de police, qui sont ordinairement attribués au préfet, sont exercés cette fois-ci par des inspecteurs du contrôle général des armées, nommés par le ministère de la Défense. Donc, suivant les principes de la Charte, les applications du Code de l'environnement sont ainsi cadrées aux exécutions des activités de défense par le Code de la Défense. Là-dessus, une petite observation, notamment au niveau du législateur. Si en vertu de l'article 34 de notre Constitution, la compétence du législateur porte sur la mise en œuvre des exigences prévues dans les articles 5 et 6 de la Charte, celui-ci ne méconnaît pas le principe de précaution, il prend les mesures propres à garantir son respect par les autres autorités publiques, selon la décision 2008-564 du 19 juin 2008. Effectivement, conscient de cette corrélation, le législateur a souhaité instituer un régime juridique spécifique, propre à satisfaire à la fois les exigences de protection de l'environnement avec celles des activités de défense nucléaire. La défense nationale fait donc nécessairement l'objet d'un régime d'exception pour ces activités nucléaires, ce qui peut, on peut le voir, entraîner une certaine inapplicabilité partielle de la législation environnementale aux activités de défense nucléaire. Ça va être l'objet justement de cette portée limitée. Elle est illustrée par la loi TSN, Transparence en sécurité nucléaire. Donc l'obligation d'information en matière militaire, qu'on a vu précédemment, s'est posée à ce moment-là hors des enceintes militaires, concernant donc le transport des matières nucléaires radioactives, et donc a dû faire l'objet d'une loi spécifique pour la réglementer. C'est le cas de la loi 2006-686, qui est relative donc à la transparence en matière d'information sur la sécurité nucléaire. Cette loi dit donc la loi TSN de 2006. Son article 19.1 exige que la transparence en matière d'information s'applique au transport de substances radioactives dans le domaine public, toute personne ayant effectivement le droit d'obtenir auprès du responsable de ce transport les informations détenues sur les risques liés à l'exposition à la fois des rayonnements ionisants, mais aussi des mesures de radioprotection prises, dans les conditions établies aux articles L124.1 à 6 du Code de l'environnement. Toutefois, là-dessus, le décret 2011-1844 n'applique pas ces dispositions au transport de substances radioactives militaires, comme mentionné dans l'article R 1333-37 du Code de la Défense, concernant les matières fissiles ou radioactives liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale. Donc il faut donc noter que la loi TSN ne vise pas les autorités publiques, de sorte que le droit d'accès à l'information nucléaire ne peut pas s'exercer auprès d'elles. Si, donc on l'a vu, par la Charte de l'environnement, le droit à l'information a une valeur constitutionnelle, l'exercice du droit à l'information s'inscrit dans les limites apportées à l'obligation de transparence par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, lequel, donc, dans sa décision, là je rappellerai l'affaire Karachi qu'on vous a évoquée précédemment, dans sa décision 2011-192, se conforme aux limites imposées par la Charte en rappelant que le secret de la défense nationale participe de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, réaffirmée par la Charte de l'environnement, au nombre desquels figure l'indépendance de la nation et l'intégrité du territoire.
Pour le Conseil, il s'agit d'établir une conciliation entre le droit à l'information en matière environnementale et les exigences politiques qui pèsent sur le souverain, évitant à ce moment-là un conflit possible entre les principes de la charte et les impératifs de défense nucléaire. Je vais arriver à ma 12e minute, donc je vais conclure. Pour le voyons, il n'est pas forcément nécessaire de supprimer l'arme nucléaire au nom de la charte de l'environnement, en prétextant une sauvegarde des intérêts vitaux. Puisque la charte est intégrée dans le préambule de la Constitution, l'ordre juridique français a inclus la protection de l'environnement dans le champ de la souveraineté, en ayant veillé toutefois à l'adapter aux impératifs de la défense nucléaire. Il y a donc un régime juridique propre aux exigences de défense en matière de secret et de droit à l'information. Disons qu'il protège plutôt l'armement nucléaire, encadrant les différents principes qu'inclut la charte, tels que la prévention, la protection ou la transparence. Ces différents principes ayant été intégrés au préambule de la Constitution en vertu de la protection des intérêts vitaux, on pourrait s'interroger à ce moment-là, en guise d'ouverture, sur une pertinence, pourquoi pas, d'inscrire le principe de dissuasion nucléaire dans le code de constitutionnalité, rendant sa permanence comme une nécessité de la République. C'est ce que s'efforcera de montrer la thèse en cours. Je vous remercie de votre attention.